Cliffhanger moisi, c'est reparti. Avec le cliffhanger moisi de l'épisode précédent et celui de cet épisode, ça en fait de la suite. Youhou! Donc ouais, le type qui attaque les enfants n'est en fait pas si méchant que ça, c'est juste un gardien qui a mal pris le fait que des gens s'approchent de sa relique sacrée, mais après un combat un peu ridicule, où il tape les fesses de Tao à un moment donné, il y a des bang bang, il y a même Tao quand il se fait taper les fesses qui se dit « Oh, mes fesses !» C'est très très marrant. Il finit par se rendre compte que Esteban et Zia ont un lien avec la relique puisque leur médaillon correspond à des fentes dans lesquelles les introduire. Et donc il est plus gentil que ça, etc. Et donc ouais, il n'y avait pas de vrai danger, etc. etc. Wow, vous m'avez bien eu, j'ai trop cru que ce serait un problème ce type. Bref, ils mettent leur médaillon dans donc l'espèce de boule en oricalque et ça invoque Ondine apparemment. Ondine des jeux Final Fantasy, hein, je parle pas de Pokémon, hein, s'il y a des personnes qui pensent à ça. Donc ouais, c'est plus du tout de la technologie mystique cela, hein, c'est de la magie pure et dure. Et j'aime bien le délire sur lequel vous partez maintenant, c'est-à-dire que vous allez juste avoir des espèces d'apparitions de sages, mus et atlantes qui vous donneront directement les directions, quoi. Vous vous êtes dit, ouais, avant on avait mis des énigmes un peu complexes qu'il fallait déchiffrer, etc. Maintenant, oh, c'est bon, ils sont sur la voie, on va juste avoir des apparitions qui leur diront quoi faire, puis voilà. Hein. C'est ça à peu près. Bah, ça va perdre un petit peu en mystère à déchiffrer, j'ai envie de dire. Hein, déjà que c'était un petit peu le cas dans la saison 2, là ça va complètement être perdu, si c'est comme ça. Ainsi donc, elle leur parle d'un bouclier miroir à prendre dans la relique en question. Mais il s'avère que le bouclier en question n'est plus là. Parce qu'en fait, il a été pris par d'autres personnes avant qu'on découvert l'objet. Et ouais, première chose que je trouve très conne, si c'est censé être une relique qui garde un objet précis que les porteurs des médaillons du soleil doivent trouver eux, pourquoi il y a aussi peu de sécurité dans l'absolu pour garder ça? Je veux dire, apparemment, c'est une espèce de boule qu'on peut ouvrir comme on veut, n'importe qui peut le faire, et on peut prendre comme on veut le bouclier qui est à l'intérieur. Mais c'est ce qui est dit, hein. Ouais, c'est un petit peu con, en fait. C'est un petit peu con. Et honnêtement, étant donné que la seule directive qui a été donnée par l'apparition Ondine, c'est prenez le bouclier miroir qui vous indiquera la suite, c'était pas la peine, quoi, hein. Il y avait qu'à le voir à l'intérieur, à se dire, ah, cet objet est peut-être important, vous voyez. Mais non, c'est très con, hein. C'est très con quand j'y réfléchis, c'est du mystère, c'est un mécanisme super mal huilé, là, mais super mal huilé, qui est super mal pensé. Hein, avant, j'avais quand même pas mal de choses à redire sur les trucs de la saison 2, mais là, c'est n'importe quoi. Je le dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Mais oui, donc le bouclier n'est plus là parce qu'il a été emmené par d'autres personnes à un temple, à une semaine à pied d'ici. Seulement, voilà, et le temple, je sais pas exactement si c'est un temple, un truc comme ça, ne sort le bouclier qu'une fois tous les ans pour un rituel quelconque. Et oh, comme par hasard, là, cette année, ils vont le sortir après-demain. Ils ont que 2 jours pour s'y rendre et donc ils auront besoin impérativement de leur grand condor pour s'y rendre, etc. pour avoir ce qu'ils veulent. Ça aurait été cocasse si ça avait pas été après-demain, mais genre dans 4 mois et demi. Ouais, on le sort tous les ans et maintenant dans 4 mois et demi il va être sorti et vous aurez pas accès à ce truc-là en attendant. Ah bah cool, ça veut dire qu'on va rester 4 mois et demi à se rouler les pouces. Ok. Ça va être bien chiant les prochains mois, hein. Non. C'est pile poil après-demain, hein. Ça tombe bien. Donc, ouais, le vieux, donc, et comme par hasard, le grand-père de la fille pêcheuse qu'on avait vu dans l'épisode 1, qui vient avertir un petit peu tout le monde de ce qui se passe, c'est-à-dire que Ambrosius a été capturé lorsque sa nef s'est crachée au sol. Et donc, ils sont un petit peu paniqués les enfants parce que voilà, ils comptaient sur la nef d'Ambrosius pour récupérer le grand condor et donc c'est un petit peu compromis ça. Ils décident donc quand même
d'aller retrouver leur grand condor, et pour ça ils sont apparemment obligés de passer par la ville. Je sais pas, parce qu'il y a un passage quoi où ils se faufilent dans la ville pour rien faire, en fait, hein, pour juste passer. Et je comprends pas pourquoi ils sont obligés de passer par la ville pour ça, alors qu'ils savent que l'armée du général Shimetsu est plutôt sur le qui-vive, et ça serait plus pratique sans doute de les éviter si on n'allait pas en ville, mais bon, on se faufile dans la ville, comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Hein, si vous voulez vous compliquer la vie, compliquez-vous la vie. Hein, sachant que c'est clairement là, juste pour amener une scène qu'on va voir avec Gaspard, qui les repère. Donc maintenant, il sait que tout le monde est là, toute la clique est là, pas seulement Mendoza et les deux Pecno. Et voilà, donc ça amène à une scène de course-poursuite guignolesque. Ça pouvait aller, on va dire, mais... Je sais pas, même quand il était guignol en poursuivant les enfants dans la saison 1, c'était pas non plus aussi rentre-dedans que ça. Mais vraiment, on insiste sur les trucs guignolesques dans cette course-poursuite. Enfin bref, après cette course-poursuite où il finit par tomber dans les pommes en se prenant tout un tas de poissons... de toute une étagère de poissons en pleine gueule, Gaspard, ils se rendent auprès du grand condor afin de nager vers là où il se trouve et le faire ressurgir des mers pour arranger un petit peu tout ça. Il y a Esteban qui s'apprête à plonger et il y a la fille qui lui dit attention, il faut que tu te concentres bien, il faut que tu aies l'esprit bien clair, comme ça tu auras plus de temps de respirer. Et Esteban dit oh mais c'est gentil mais on n'a pas le temps. Et alors ça semble marcher, c'est son approche quand même malgré tout quand il nage, mais il se prend le pied dans une algue tout en bas. Alors je comprends pas pourquoi il a décidé de nager au ras du sol pour atteindre le cockpit du Grand Condor qui n'était pas au ras du sol. Je sais pas, hein, c'est un petit peu con de sa part, et donc à cause de ça il a perdu du temps et il est obligé de remonter pour pas mourir étouffé. Et donc ça amène à ce que ce soit Zia qui fasse son tour, parce qu'il n'y a que elle et Esteban qui peuvent conduire le Grand Condor maintenant. Et donc ouais, c'est une façon très forcée et super maladroite de dire ah il faut faire gaffe à ce qu'on dit, être plus posé, plus réfléchi, Zia fait plus gaffe à ce que lui dit la fille, puisque en plus la fille l'accompagne, hein, je sais plus son nom et j'ai pas particulièrement envie de le retirer, je vous cache pas. C'était très con quoi. Parce que oui, se prendre bêtement le pied dans une algue comme ça, c'est un peu forcé. Et il aurait facilement pu y arriver s'il n'y avait pas eu ce petit problème-là, quoi, Esteban. Mais c'est histoire de dire, oh, Esteban a pas eu la bonne approche parce qu'il a pas bien écouté la fille, alors que Zia a été plus sage et est plus réfléchie, donc elle a eu la bonne approche. Voilà, merci, c'était vachement important, ça. Et je dis pas que c'est un mauvais message à faire passer, mais il y a des façons plus naturelles, moins forcées de faire passer ça. Surtout si c'est pour faire passer Esteban pour un gland. Pour rien. Enfin bref, Zia atteint le cockpit sous mer et donc elle a un peu d'air devant elle. Seulement voilà, c'est pile au moment où elle essaye de faire décoller le Grand Condor que les nuages arrivent et le soleil ne se voit plus. Et donc, oh mon Dieu, mais c'est horrible! Ils ne vont pas pouvoir décoller sans soleil. Et comme par hasard, c'est à ce moment précis que des requins se baladent près du Grand Condor. Parce qu'à nouveau, il faut toujours qu'on mette des requins comme des grands méchants sous les mers, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre à part des requins qui peuvent... Mais je sais pas, c'est les détails, j'en ai déjà parlé, ça me gaffe, que ce soit toujours menace des mers, le requin. Comme d'habitude, il y a un problème en mer, faut qu'il y ait une menace, le requin. Requin, c'est bon, j'ai compris, les requins sont des menaces en mer, voilà, on est content, hein, c'est bon, on le sait maintenant. Et donc, ça se termine sur ce cliffhanger pourri comme quoi, oh mon Dieu, est-ce qu'elles vont arriver à s'en sortir? Et j'espère que ça va pas partir sur le délire comme quoi elles vont arriver à s'en sortir en renageant vers la surface sans le Grand Condor, parce que ce serait complètement con, vu que Esteban a le pouvoir d'appeler le soleil. Ouais, je sais pas, c'est un truc qui m'a directement fait tiquer, de dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, les nuages se lèvent et vont pas avoir droit au soleil. » Oui, ben, t'as Esteban, vieux. Il peut appeler le soleil quand il veut, maintenant ça a été établi, hein, il a des pouvoirs ultra mystiques, magiques dans mon cul, il peut appeler le soleil quand il veut, ben voilà, il appelle quand il veut le soleil. Il n'y a pas de quoi être paniqué, là, vraiment. Et donc voilà, c'est sur ça que ça se termine, un cliffhanger pourri comme ça.
où je sens tout de suite comment ça va se terminer. Enfin, il y a deux possibilités, il y en a une qui serait plus conne que l'autre et on verra comment ça se passera par rapport à ça. Cela étant, la revue de l'épisode n'est pas tout à fait terminée puisque on se centre aussi un petit peu sur Ambrosius qui se fait capturer par les hommes de Shimatsu. Et donc mettre dans la même cage que Mendoza et les deux blaireaux. Donc pendant ce temps-là, on voit Gaspard qui entraîne un petit peu les soldats, les jeunes soldats du coin, parce qu'il y a une petite guerre entre deux factions. Je suis sûr que ça va jouer un petit rôle, ça. Pour l'instant, on n'a pas particulièrement grandement développé ça. Donc il entraîne les soldats donc à l'arquebuse. Et alors, je sais que c'est une autre culture, mais ça fait un peu bizarre de voir une arme à feu qui demande beaucoup plus de préparation. Il faut qu'elle soit fixée grâce à quelque chose. Puis en plus, il faut allumer une mèche et attendre 5 secondes pour que le coup parte, vous voyez. Et, alors que dans la saison 1, on avait des fusils, mais ça allait très bien, hein, paf paf. Bon, bien entendu, hein, il n'y avait pas 50 000 coups de feu qu'on faisait avec, mais il n'y avait pas 50 000 préparations, il n'y avait pas une putain de mèche allumée, vous voyez. C'est quand même c'est quand même une petite dégradation par rapport aux armes qu'il y avait dans la saison 1. Et c'est peut-être les armes spécifiques au pays du Japon. Et à ce moment-là, ok, mais pourquoi Gaspard enseigne ça alors? Pourquoi on confie à Gaspard le soin d'apprendre le maniement d'armes à feu et qui ne sont pas de son pays, typiquement? C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et d'autant plus qu'il se démerde comme une putain de buse, évidemment, hein, puisque ça va être le Gaspard complètement guignolesque, et on va faire comme pour Sancho et Pedro, on va accentuer le côté guignolesque de Gaspard. Et à nouveau, vu comme c'est parti, je sens que Gomez, on en a plus rien à foutre, il n'existe plus, il n'y a plus que Gaspard qui existe, et on n'expliquera pas plus que ça, comment il s'est retrouvé là. Je sais pas, vu comme c'est mis en scène, j'ai l'impression qu'ils vont pas vraiment s'étendre là-dessus, mais j'espère me tromper. Et donc oui, il fait le guignol et manque accidentellement de tirer sur le général Shimatsu. Et quelles conséquences il y a à ça? Absolument aucune! Mais genre aucune! Parce que oui, je raconte ça un peu dans les ordres, c'est au moment, juste après, qu'il a manqué de tuer le général quand même, Gaspard, qu'on lui apprend la nouvelle de la nef qui s'est écrasée, et c'est après ça qu'Ambrosius se fait arrêter, mais... Ouais, quoi! Le mec vient de manquer de tirer une balle dans la tête du gars, du grand chef, et il est juste un peu énervé, et puis merde, on continue comme ça. Alors... Je sais qu'il doit être un peu intelligent et se rendre compte que c'était pas fait exprès, mais il y a quand même certaines mesures qu'on prendrait hein, pour avoir osé faire ça, même si c'est accidentellement. Mais non, ok, je vais juste avoir une petite remontrance. Ah, c'était pas bien, Gaspard, de faire ça. Hein. Sinon, à demain, même heure pour les entraîner, pour continuer de les entraîner aux armes à feu, hein, d'accord? Ouais, ça fait très con pour moi, ça fait très con pour moi. Enfin bref, donc Ambrosius se fait capturer, et après avoir discuté très rapidement avec Mendoza et compagnie sur leur situation, comme quoi c'est assez mal barré, il finit par être convoqué par Shimatsu. Et alors il y a un passage tout con, hein, pas grave du tout, mais que j'ai trouvé très forcé, c'est-à-dire que pour entrer dans une pièce, selon la courtoisie japonaise, il faut enlever ses chaussures. Hein, ses souliers, etc. Il faut se mettre en chaussettes, ça c'est la coutume japonaise. Et donc Ambrosius le fait, et on voit qu'il a des chaussettes trouées pour bien accentuer le petit côté ridicule du personnage. Et c'était complètement superflu, facultatif, et pas drôle. Ah, regardez, il a les chaussettes trouées, n'est-ce pas rigolo? Alors, je sais que j'ai dit que j'espérais qu'ils n'allaient pas changer totalement la dynamique par rapport à Ambrosius et qu'on le ferait quand même se comporter de façon similaire à la façon dont il se comportait avant quand il était auprès des autres. Mais là, c'est n'importe quoi. Pourquoi il aurait des putains de chaussettes trouées, à part pour accentuer un côté guignol qu'il n'est pas censé avoir? Ambrosius n'est pas un guignol. Dans la saison 2, à de nombreux moments, il sait être parfaitement sérieux. Donc, c'est le mini détail de rien qui m'a bien fait tiquer sur le coup quand même.
Vous savez, 3 fois rien. Mais bon, donc il est convoqué auprès du général. Il essaye de la jouer un peu fine en disant ah, je vois que vous êtes en conflit avec une autre tribu, un autre peuple, etc. Je sais pas exactement, une autre armée. Et vous savez que Manef pourrait vous aider à les combattre. Si vous me permettez d'y jeter un œil et de la réparer, je vous aiderai dans votre lutte, dans votre petite guerre. Et le général accepte en restant quand même assez rude. Hein. On va pas non plus lui laisser carte blanche. On va bien surveiller ce type. Et il essaie aussi de tirer un peu son épingle du jeu lorsque on lui demande s'il connaît les 3 autres Espagnols, en disant que oui, je les ai rencontrés, ça a l'air d'être de sales traîtres dont il faut se méfier. Voilà, donc j'espère pour lui qu'on va pas lui rapporter ces paroles aux autres personnages parce que c'était un petit peu facile et gratuit. Et donc, ouais, ça se termine là. Enfin, ça se termine là pour Ambrosius et compagnie. Et donc, comme je dis, l'épisode se termine avec le grand suspense, cliffhanger à la con autour du ciel nuageux et des requins. Ça passait. Il y a des trucs que j'ai trouvé très gros quand même, très gros, que ce soit en matière d'humour par moment, de scènes un peu forcées, et c'est pas une magie carrément, hein. Le coup de l'apparition mue était un peu too much pour moi. C'est pas juste un hologramme, quoi, c'est un amas d'eau et qui forme une personne. C'est pour le style qu'elle fait ça, la fille. Néanmoins, l'intrigue avance de façon à peu près satisfaisante. Il y a quelques petits moments de discussion entre personnages, ne serait-ce que la discussion entre Ambrosius et le général, où il essaye de tirer son épingle du jeu, ce premier, qui était pas trop mal. Ça suffit à rattraper les trucs un peu grossiers et en faire un épisode passable. Et j'espère que ce sera quand même un petit peu mieux par la suite. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!